Bonjour, Michel de Pixapicture. Au menu de Sumac Photo 2 février, un très beau livre sur les voitures abandonnées, une comparaison entre les réflexes et les hybrides. On va aussi voir comment on peut acheter ou vendre du matériel d'occasion. Et enfin, bien sûr, on va regarder les photos que les photographes ont bien voulu m'envoyer. Allez, c'est parti! Il y a quelques semaines, j'ai découvert un livre formidable qui s'appelle Lost Wheels, d'un Allemand qui s'appelle Dieter Klein, c'est pas William Klein, hein, et qui est spécialisé dans les photos d'épaves de voitures qui sont dans la nature, dans la forêt ou abandonnées par-ci par-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces photos, on voit la nature qui reprend ses droits par rapport aux carcasses de voitures, et surtout les photos sont extraordinaires parce que ce photographe, il fait des photos au grand format, donc il y a des détails extraordinaires entre la mousse, les toiles d'araignée qui envahissent les carrosseries, les détails des carrosseries rouillées et tout ça. Donc c'est un livre vraiment formidable. Alors je vais vous montrer quelques pages. Alors, vous voyez par exemple là, on voit vraiment la voiture qui est envahie par les mousses. Donc il a fait ça dans le monde entier. Et alors sa technique, c'est bien sûr la lumière, très important, la lumière. Vous voyez, regardez un peu ça, là on voit de la menthe qui pousse à l'intérieur des lampes des voitures. Alors les photos sont extraordinaires parce que la lumière est très belle. Alors il se sert, bien sûr le grand format, ça donne des détails extraordinaires. Mais en plus, lui, il utilise des torches pour rééclairer certaines parties des voitures. Alors vous voyez par exemple là, ça donne certains éclats. Alors c'est vraiment un livre, c'est extraordinaire. Regardez un peu comme c'est beau, c'est vraiment génial. Donc je vous conseille ce livre. Alors il est en deux langues, en allemand et en anglais. Donc bon, il faut savoir lire les deux, mais les photos se suffisent à elles-mêmes. Il a fait des photos dans le monde entier. Il a commencé d'ailleurs à faire des photos en France. Puis après, évidemment, il a fait aux États-Unis. Donc Lost Wheels de Dieter Klein. Voilà ce livre que je vous conseille vivement. Alors maintenant, on va passer au deuxième thème que je voulais aborder. C'est la différence, la comparaison entre les réflexes et les hybrides. Bon, en ce moment, les grandes marques comme Nikon et Canon se lancent dans des nouveaux hybrides hyper performants. Donc Nikon a sorti le Z6 et le Z7 version 2. Canon aussi a sorti ses hybrides, je crois que c'est le R5 et le R6, je m'excuse mais moi je ne suis pas très branché Canon. Et alors, ce que j'avais envie de parler avec vous, c'est quelle est la différence entre un réflexe et un appareil hybride. Alors, la différence fondamentale, c'est la vision qu'on va avoir des images qu'on va faire. Un réflexe, évidemment, il y a un miroir, et quand on regarde dans le viseur d'un réflexe, ce qu'on voit, c'est la réalité, c'est-à-dire c'est la lumière qui rentre dans l'objectif, qui est réfléchie par le miroir, et ce qu'on voit dans l'oculaire ou sur l'écran, c'est exactement la réalité. L'hybride, par contre, lui, ce qu'on voit, il n'y a pas de miroir. Donc tout est électronique. De ce qu'on voit dans le viseur et sur l'écran, c'est le résultat du JPEG ou que vous allez avoir. C'est-à-dire c'est exactement le fichier qui se retrouvera sur votre ordinateur. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Alors, l'avantage fondamentalement d'un hybride, c'est que ce que vous voyez, c'est ce qui va être sur l'ordinateur, ce qui va être, disons, imprimé, entre guillemets, sur votre carte de votre appareil photo. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous faites des photos sous-exposées ou surexposées, quand vous allez regarder dans le viseur d'un hybride, vous allez avoir une vision soit trop sombre, soit trop claire. Donc vous allez pouvoir régler parfaitement la valeur optimale. Par contre, le réflexe, si vous faites des photos complètement sous-exposées ou surexposées, ben vous ne verrez rien parce qu'en fait, ce n'est pas ce qui sera imprimé sur le capteur. Ça, c'est le premier avantage de l'hybride. Le deuxième avantage de l'hybride, c'est que si par exemple vous faites des photos
avec à l'intérieur, avec des lampes de tungstène, et puis qu'après, vous réglez la base des blancs sur cette valeur, et après vous allez dehors et vous oubliez de modifier ça, ce qui fait que si vous travaillez avec un réflexe, ben tout va aller bien, vous avez l'impression que tout va bien, et puis quand vous allez rentrer, vous allez mettre les photos dans votre ordi, ben vous allez voir qu'elles sont toutes bleues. Par contre, si vous utilisez un hybride, quand vous allez aller dehors et que vous allez regarder ce qui se passe, vous allez voir que c'est bleu. Donc en fait, vous allez pouvoir corriger. Autre avantage d'un hybride, c'est que lorsque vous faites des photos avec un réflexe, pour que vous puissiez faire la mise au point parfaitement et que vous, dans le viseur, vous y voyez de façon convenable, l'objectif, il est ouvert à fond. Et au moment où vous déclenchez, l'objectif se ferme à la valeur que vous avez indiquée, 8, 11, etc. Et puis, hop, il se réouvre. Ce qui fait que ce que vous voyez dans le viseur d'un réflexe, la profondeur de champ, c'est la profondeur de champ de l'objectif ouvert à fond. Donc, ce n'est pas ce qui va se passer après le résultat que vous aurez sur votre ordi, parce que si vous avez diaphragmé à 11 ou à 16, la profondeur de champ sera plus grande. Avec un hybride, vous allez voir tout de suite la profondeur de champ réelle que vous aurez définitivement. Ce qui permet d'utiliser, avec les hybrides, ce qui permet d'utiliser des objectifs qui ouvrent de façon très faible. Parce que de toute façon, ce que vous allez voir sur l'écran, c'est que vous utilisiez un objectif qui ouvre à 2,8 ou un qui ouvre à 8, ce que vous allez voir, si vous êtes bien exposé, ça va être très clair dans le viseur, vous allez très bien voir, alors qu'avec un réflexe, c'est pas ça. Par exemple, je vous avais conseillé d'acheter cette espèce de, je dis cette espèce parce qu'il est spécial, d'objectif autour de 200 €, c'était un téléobjectif à miroir de 400 € qui ouvre à 8. Donc si vous mettez cet objectif sur un réflexe et que vous faites des photos un jour où il fait sombre, où il fait pas, où il y a des nuages, où c'est pas très clair, vous allez avoir beaucoup de mal à voir ce que vous faites, et surtout que ces objectifs sont à mise au point automatique, donc vous risquez d'avoir des gros problèmes pour faire la mise au point. Par contre, si vous le mettez sur un hybride, là pas de problème, parce que si c'est bien réglé, vous allez voir parfaitement ce que vous faites et vous allez pouvoir régler la mise au point de façon parfaite. Ce qui permet d'avoir un autre avantage fondamental, c'est que déjà les appareils hybrides sont plus légers que les appareils réflexes. Déjà, il y a moins de mécanique, ils sont plus petits parce qu'il n'y a pas le miroir, donc c'est plus serré, etc. Et surtout, vous pouvez utiliser des objectifs qui ouvrent de façon un peu plus, de façon pas très grande. Ce qui permet, parce qu'il faut savoir qu'un objectif, plus son ouverture est grande, plus les lentilles sont grosses, donc plus il est lourd, et surtout, plus il est cher. Ce qui permet, avec un hybride, d'acheter par exemple des télés qui ouvrent à 4, 5, 6, voire 8 comme là, et sans être gêné pour visualiser ce que vous faites. Alors qu'avec un réflexe, si vous avez, comme je disais, si vous mettez un télé qui ouvre à 8, vous allez avoir beaucoup de mal. Ce qui permet notamment donc de faire des économies, parce que évidemment, de toute façon, pour avoir la qualité optimale d'un objectif, souvent on diaphragme à 8 ou à 11, donc avec un hybride, vous avez des objectifs moins lourds, moins chers, ce qui évite ce qui m'est arrivé à moi, à force de trimballer des télés et des trucs comme ça dans mon sac, d'avoir des problèmes de dos, voire de jambes, comme ça m'est arrivé. L'autre avantage de l'hybride, c'est l'obturateur. Parce qu'en fait, chez les hybrides, il y a deux types d'obturateurs. L'obturateur mécanique, comme les réflexes, et l'obturateur électronique. L'obturateur électronique permet de photographier sans faire le moindre bruit. C'est-à-dire que quand vous allez déclencher, vous n'entendrez strictement rien. Alors qu'avec un réflexe, l'obturateur mécanique, il y a le miroir qui se lève, clac, clac, ça fait du bruit. Donc si vous êtes dans un endroit, dans un concert, dans un endroit où il ne faut absolument pas faire de bruit, vous pouvez faire des photos sans que personne ne s'en rende compte. Alors évidemment, l'obturateur électronique, il a un petit problème. C'est-à-dire qu'en fait, comme il balaye le capteur comme ça, si vous faites des photos à mouvement, notamment des voitures par exemple, il se peut qu'il y ait une déformation de la voiture, que ça y est un peu comme si elle était étilée comme un œuf là. Et il y a un autre inconvénient, c'est que si vous faites des photos à l'intérieur, notamment avec des lampes, des néons par exemple, il faut savoir que les néons, ce sont des lampes qui s'allument et qui s'éteignent 50 fois par seconde, voire plus.
l'œil humain ne le voit pas. Mais par contre, l'appareil photo, lui, le capteur, il va le voir, ce qui fait que si vous photographiez avec l'obturateur électronique, avec des néons, vous risquez d'avoir des bandes plus ou moins sous-exposées, comme ça va faire des traits comme ça, donc c'est pas top. Donc il faut éviter de se servir de l'obturateur électronique lorsqu'on fait des photos avec des grands mouvements et des photos avec des lampes style néon. Il semblerait donc que les hybrides soient beaucoup mieux que les réflexes. Alors, mais il y a quelques inconvénients. Comme tout est électronique, les hybrides, les batteries s'usent à une vitesse grand V. Donc c'est très difficile de tenir avec une seule batterie si on fait des photos toute la journée. Donc il faut toujours avoir au moins 2 voire 3 batteries. Ça c'est le gros problème. Alors il y a une astuce pour économiser les batteries, c'est que sur les appareils hybrides, vous avez, un peu comme sur les portables, l'option mode avion. Et le mode avion, ça n'empêche pas de faire des photos, mais ça coupe tout ce qui est relations extra, c'est-à-dire le Wi-Fi, le Bluetooth qui sont incorporés sur ces nouveaux boîtiers. Donc si vous mettez le mode avion, vous économisez de la batterie. Autre peut-être inconvénient qu'on pourrait, c'est que la gamme des objectifs qui s'adaptent sur les hybrides, elle est très faible, même si ça commence vraiment à devenir de plus en plus important. Mais c'est pas très grave parce que ce soit Nikon ou que ce soit Canon, ils proposent des bagues d'adaptation qui permettent d'utiliser les objectifs qui fonctionnent sur les réflexes. Donc moi j'ai donc acheté le Nikon Z6 et je peux vous dire que tous mes objectifs qui marchaient sur mon 810 fonctionnent avec le Z6. Même les objectifs, les très vieux objectifs comme celui-là qui est ici, fonctionnent parfaitement. Alors des fois on perd certaines options, la mise au point ou certains trucs, mais ça fonctionne. C'est un des gros avantages de Nikon, c'est que on peut utiliser avec les derniers boîtiers des objectifs qui datent des années, bon je préfère pas en parler parce que ça fait vraiment le vieux photographe. Donc voilà, donc moi je pense que les hybrides vont supplanter les réflexes, que petit à petit ils vont disparaître. Donc si vous comptez acheter un nouveau boîtier, moi je vous conseille plutôt de vous diriger vers un hybride. Surtout qu'en plus ils ne sont pas plus chers que les autres, en plus en ce moment il y a beaucoup de promotions, donc je pense que ça vaut vraiment le coup de passer à l'hybride. Voilà. Alors ça y est, vous avez décidé, vous allez acheter un hybride, donc vous allez vendre votre matériel réflexe et pour acheter un hybride. Alors pour faire l'achat et la vente, il y a quelques précautions à prendre qui sont d'ailleurs les mêmes si vous voulez vendre votre appareil ou si vous voulez en acheter. Alors avant de voir un peu tout ce qui est intéressant de faire, j'avais oublié de vous montrer, vous voyez là, ça c'est la bague adaptatrice qui permet de monter des objectifs qui fonctionnent sur les réflexes, sur les appareils hybrides. Voilà. En général, tout fonctionne, même Nikon, même les très vieux objectifs, vous allez peut-être perdre certaines fonctions, mais ça fonctionnera, ça marchera. Voilà. Alors, vous voulez vendre votre appareil photo. L'acheteur, il y a un truc qu'il va vouloir absolument savoir, c'est le nombre de déclenchements que vous aurez fait sur votre appareil. Alors, pour savoir combien vous avez fait de déclenchements sur votre appareil, il y a une méthode simple. Alors, ceux qui sont en PC, il va falloir qu'ils utilisent des logiciels gratuits pour voir un peu comme ça. Mais si vous êtes en Mac comme moi, il y a un moyen très simple de savoir le nombre de déclenchements qu'a fait votre appareil photo. Alors, ce que vous faites une photo. Alors, comme ça, la photo, ça sera donc la dernière que vous aurez faite, hein, mais évidemment. Donc, je vais en faire une. Voilà. Après, vous prenez votre carte, ok, vous la placez dans l'ordinateur. Donc j'ouvre Bridge, ici, là voilà. Alors elle n'est pas terrible, mais vous en foutez, de toute façon vous faites ça en JPEG, c'est pas la peine. Et alors, ici vous êtes sur Bridge, vous vous rappelez la dernière fois dont je vous ai parlé de Bridge,
Et si je clique dessus, évidemment, ça va partir sur Photoshop parce que moi, par défaut, je lui dis d'aller ouvrir les images dans Photoshop. Mais là, cette fois, vous n'allez pas le faire avec Photoshop, vous allez le faire avec Aperçu. Donc vous faites, voilà, ici, ouvrir avec, et vous allez l'ouvrir avec Aperçu. Voilà, Aperçu. Voilà. Donc il ouvre l'image sur Aperçu. Ce que vous faites, vous allez dans Aperçu, vous allez dans Outils, Afficher l'inspecteur. Et là, vous mettez sur EXIF, les fichiers EXIF, et vous descendez, et vous allez voir, à un moment, vous aurez un chiffre qui va apparaître, numéro d'image, 8105 images. Donc avec ce boîtier, j'ai fait 8105 images. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir donner à la personne à qui vous allez vendre. Il faut faire quand même attention à une chose, c'est que si vous achetez un appareil photo, et la personne qui a fait, s'en est servi pour faire beaucoup de vidéos, le chiffre peut être trompeur, parce qu'en fait, si vous faites une vidéo, qu'elle dure 5 minutes, 10 secondes ou 20 minutes, ça fera qu'un déclenchement pour l'appareil. Donc 8105, moi là, je faisais que des photos, donc c'est vraiment que des photos, mais avec les vidéos, ça peut être trompeur. Mais ça donne quand même une indication pour savoir la qualité de combien de fois cet appareil a été utilisé. Donc voilà, vous voyez, avec Mac, c'est très facile. Alors, maintenant, si vous voulez vendre votre appareil photo, une fois que vous avez dit au vendeur, à l'acheteur, le nombre de déclenchements qu'il a eu, ce qui est bien, c'est aussi de lui fournir la facture quand vous l'avez acheté pour lui montrer que ce n'est pas un appareil volé et que ça peut lui servir, lui, après, s'il veut le faire réparer par Nikon ou par n'importe quelle marque. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que quand vous achetez un boîtier, quand vous achetez un appareil photo, je vous conseille de garder la boîte d'origine, même vous la mettez dans un placard, comme ça, quand vous vendez, si vous voulez vendre cet appareil, l'acheteur il sera content d'avoir la boîte d'origine avec tout le mode d'emploi et tous les câbles, etc. Il faut tout bien garder. Voilà. Pareil, si vous voulez acheter, c'est exactement la même chose. Voilà. C'est un peu Alors, acheter du matériel d'occasion, pourquoi pas, hein, de toute façon, c'est pas... il suffit de bien regarder s'il n'a pas de coups, si c'est pas éraflé, si c'est... Voilà, vous pouvez aussi demander au vendeur de faire un essai. Vous pouvez faire un essai de voir si l'obturateur il marche, si... etc. Et les objectifs, regardez s'ils ne sont pas abîmés, s'ils ne sont pas rayés, s'il n'y a pas des coups sur les lentilles, etc. Voilà. Donc en général, c'est surtout le nombre de déclenchements qui est intéressant de connaître. Voilà pour l'achat ou la vente d'appareils photo. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les photos que m'a envoyé un seul photographe. Évidemment, c'est le Covid, il fait froid, on est tous confinés, donc c'est pas facile à faire des photos. Mais je vous propose de regarder ces photos, on va aller sur l'ordinateur. Cette fois, c'est Mauricio qui m'a envoyé des images. Il m'a envoyé 5 images. Alors, je suis sur Bridge, je les ai mis, je suis sur l'ordinateur, je suis donc sur Bridge. Et en les sélectionnant toutes, et en faisant CTRL ou commande B, on peut les faire défiler les unes pour les regarder, celles qui nous intéressent et celles qui nous intéressent moins. Donc je fais échappe pour quitter. Alors la première, bon, je trouve pas, elle n'a rien de spécial, elle est pas mal, hein, mais on va regarder la seconde. Donc je vais l'ouvrir, donc par défaut, moi, il va s'ouvrir sur Photoshop. Voilà. Et alors qu'est-ce que je vois? Je trouve que cette photo est assez jolie. Ce que j'aurais aimé, moi, c'est qu'on voit un peu plus l'archange là, et enlever les petits défauts là, ici. Vous voyez, qui apportent rien ces petits. Alors, là c'est simple, déjà, je vais là, avec la pipette là, je vais agrandir un peu, voilà, et là, je vais enlever, vous voyez, pof, tac, et tac. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer
qu'on voit mieux l'archange. Alors ce que je vais faire, je vais sélectionner ici, un peu comme ça, là, au pif, là, juste cette partie, voilà, comme ça. Et là, après, je vais aller dans Camera Raw. Alors comme il va aller ouvrir que la sélection, donc je vais dans Filtre, Camera Raw. Voilà, donc là, vous voyez, il offre, alors on voit pas grand chose. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'éclaircir la partie jaune pour que ça soit plus joli. Donc je prends la pipette, voilà. Et alors vous voyez, par défaut, Camera Raw, il met les derniers réglages. Donc il faut faire très attention de tout remettre à zéro ici. Donc je remets tout à zéro. Et ce que je vais faire, je vais augmenter un peu, je vais faire 0,5, je vais augmenter un peu. Et je passe ici sur, sans aller sur le bleu, surtout pas sur le ciel. Voilà. Voilà, je vais monter peut-être un peu plus. Voilà, voilà. Et peut-être que je vais essayer de mettre un peu de jaune. Voilà. Je fais OK. Vous voyez? Donc il a éclairci ici. Nettement l'archange, on le voit mieux. Voilà, donc je fais sélection, désélectionner. Voilà. Et là, la photo, je la trouve beaucoup plus sympa. Voilà. On voit bien l'archange. Donc je vais ne pas enregistrer, hein, je laisserai faire. Autre photo, cette photo-là, la photo de la statue. Alors déjà, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette photo, si un jour il veut la mettre dans une agence ou dans la vendre, il aura des problèmes parce que il y a des droits d'auteur avec celui qui a fait la statue. Bon, mais là, c'est juste pour voir, hein, pour le plaisir. Donc moi, il y a un truc qui me gêne, il y a deux choses qui me gênent dans cette photo. C'est ici, la personne, là, avec les voitures, je trouve pas ça formidable. Donc moi, ce que je ferais, je recadrerais cette photo, comme ça, pour couper pour enlever ça, là, vous voyez. Donc, je ferais ça, comme ça. Voilà, hop. Voilà, image recadrée. Donc oui, déjà c'est mieux. Même là, à la limite, je recommencerai pour enlever ce bleu là. Alors je vais recommencer. Je vais faire, voilà. Donc je vais faire Z. Et je recommence. Et je vais prendre là, ici, je vais faire, pour couper le bleu là. Voilà. Voilà, c'est mieux là, je trouve. Autre chose que je trouve un peu gênant, c'est ce truc jaune là. Je sais pas qu'est-ce que c'est, bon, une étiquette, alors pas de problème. Je prends ma truc et je vais essayer de l'enlever. À mon avis, ça va être hyper simple. Voilà. Dernière chose, peut-être qu'on pourrait essayer d'éclaircir un peu là, la statue. Donc là, toujours pareil, moi je travaille toujours avec Camera Raw. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais éclaircir les zones sombres. Alors je fais toujours à la pipette, voilà, ici, je me remets à zéro. Et ce que je vais faire, je vais éclaircir les tons foncés, par exemple là, et je vais passer dessus. Vous voyez, ça marche très bien. Un peu, les tons foncés. Voilà, hop. Hop là. Je peux mettre même un peu plus. Et voilà. Voilà. OK. Voilà. Et voilà. La photo. On n'est pas gêné par la voiture et le truc bleu qu'il y avait, la devanture. Bon, moi je trouve ça bien. Maintenant, chacun fait comme il veut. Voilà. Vous voyez, là c'était avant et après. Voilà. Je vais fermer. Ne pas enregistrer. Dernière image qui m'intéresse. Alors la voiture, je trouve franchement ça n'a pas grand intérêt. Hein. Celle-là, on va l'ouvrir. Alors déjà, elle est très sombre là. Donc là, c'est facile, on peut l'éclaircir, mais toujours pareil. Moi, je prends Camera Raw, voilà, et je lui dis de le faire automatiquement pour voir ce qu'il fait. Vous voyez, en général, ça marche bien. Voilà. Donc là, c'est beaucoup mieux. Alors, on peut s'amuser avec la nouvelle
le nouveau logiciel de Photoshop, la mise à jour avec le remplacement du ciel. On peut le faire avec Lumina, mais avec Photoshop ça marche très bien, hein. Même mieux, moi je trouve que ça marche beaucoup mieux. Alors on va s'amuser à le faire. Là je fais OK. Et je vais lui dire de enlever ce ciel blanc et d'en mettre un autre. Alors donc je vais dans Édition, Remplacement du ciel. Alors par défaut il prend le dernier. Alors vous voyez ça mouline là parce qu'en fait ça marche avec Internet. Si vous n'êtes pas branché sur Internet, ça ne va pas marcher, hein. Voilà ce qu'il fait. C'est quand même assez fabuleux, hein. Alors oui, évidemment il y a celui-là, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. On va celui-là par exemple. Vous voyez, regardez. C'est chouette, hein. Voilà, bon, moi je vais garder celui-là. Alors je vous conseille d'utiliser vos ciels à vous, de faire vos ciels à vous, en le faisant avec le même réglage que votre appareil. C'est-à-dire que si vous faites des photos à 200 ISO, faites des ciels à 200 ISO, à peu près, hein. Que vous n'ayez pas des photos où il y a un bruit. Si vous avez fait des photos à 2000 ISO, ne mettez pas un ciel qui a été fait à 100 ISO, parce que ça va se voir, ça va être assez moche, hein. Donc voilà. Donc voilà les photos de Mauricio. Bon, c'est là, je vais arrêter, vous voyez, hop, avant, après. Fichier, fermé, voilà. Ne pas enregistrer. Donc ce Mac Photo du mois de février est terminé. J'espère que ça vous a plu, que peut-être vous allez vous lancer pour acheter un nouvel appareil photo ou pour en vendre un autre. D'ailleurs, si vous les vendez, vous pouvez aussi, si vous allez dans des magasins, essayer de faire une reprise. Vous achetez un nouveau, il vous reprend l'ancien. Mais en général, bon, c'est mieux d'essayer de le vendre directement parce qu'on peut gagner plus d'argent, mais on prend le risque aussi, si on est payé par chèque, que ce soit un chèque en bois, c'est plus compliqué. Donc alors il faut passer peut-être par par le Bon Coin, ou enfin là il faut voir avec, c'est à vous de voir comment vous dealez cette histoire. Voilà. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des idées pour le prochain Mac du mois de mars, pensez-y. Et puis surtout, essayez de faire des photos. Surtout que là, maintenant, j'espère qu'il va commencer à faire beau. Et puis, de toute façon, on est confiné, mais on peut sortir jusqu'à 18 h. Hein, donc, on peut faire quand même pas mal de photos. Voilà. Je vous dis à bientôt et merci encore de me suivre.